Alors, à l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la Culture et de l'Éducation ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Nous allons poursuivre sans plus tarder les auditions publiques sur le projet de loi numéro 82, loi sur le patrimoine culturel. Il nous fait plaisir d'accueillir les représentants de la Société du patrimoine politique du Québec, représentés par M. André Gaulin, qui est un de nos anciens collègues, M. Mathias Rioux, un autre de nos anciens collègues, et M. Marc Baudouin, historien. Alors, M. Gaulin, vous avez la parole pour une période d'environ 15 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais simplement vous remercier d'avoir accepté de nous entendre. Comme vous voyez, la Société du patrimoine politique recrute des députés, des anciens députés, donc on vous invite pour plus tard. Je vais céder la parole au départ à M. Rioux, jeune doctorant, ancien ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole ici aujourd'hui pour défendre un peu la mémoire collective des parlementaires. Notre démocratie représentative, on la chérit, on en parle beaucoup. Elle a ses défauts, mais elle a ses énormes qualités. Le système politique représentatif hérité du XVIIIe et XIXe siècle, ça nous rappelle des souvenirs extraordinaires. Ça nous rappelle d'abord les Lumières. Ça nous rappelle Jean-Jacques Rousseau. Ça nous rappelle Hobbes. Ça nous rappelle Locke. Ça nous rappelle Benjamin Constant. Des hommes qui, à leur façon, ont plaidé avec une vigueur incroyable l'importance de la gouvernance politique émanant du peuple. Évidemment, notre démocratie, depuis plusieurs années, a relevé des défis, mais il y en reste d'autres à relever. En effet, l'abstentionnisme croissant, le cynisme ambiant, la méfiance d'une partie de la population à l'endroit des élus et des gouvernements a engendré la démobilisation à l'endroit du pouvoir politique. Et tout cela constitue une menace. Si on n'y prend pas garde, ce trésor précieux qui est la démocratie peut finir par être édulcoré. Et je dis le mot banalisé. J'aimerais, Monsieur le Président, vous mettre en évidence un certain nombre de choses. D'abord, on est victime en démocratie de bien des erreurs de parcours. L'individualisme exacerbé, par exemple, qui sévit et qui fait partie de l'ère du temps, est bien entendu une des causes de cette désaffection. Mais il faut également constater le manque flagrant, notamment chez les plus jeunes, de la connaissance du fonctionnement des institutions démocratiques. Je participais l'autre jour avec un groupe d'étudiants universitaires, un forum, un colloque ici organisé à l'Assemblée nationale sur les institutions, et c'était pourtant des étudiants universitaires, et j'ai été complètement abasourdi de constater le peu de connaissances qu'ont les jeunes. Puis là, je parle de jeunes de 25 ans, certains de 30 ans, une méconnaissance presque totale des institutions qui nous gouvernent. Alors, ça donne un coup de fouet à la SOPOC et ça donne un coup de fouet à ses dirigeants de dire oui, ne ratons aucune occasion de faire avancer la cause de l'État démocratique, de la société de droit. En fait, la connaissance de l'histoire et la connaissance du patrimoine politique, ça fait partie de ce que je pourrais appeler la culture. La culture au sens large. Pour certains, c'est la culture première. Pour d'autres, c'est la culture seconde. Souvenez-vous de Fernand Dumont, lorsqu'il parlait de la culture, c'est notre voisinage,
c'est notre village de naissance, c'est notre parlure régionale, c'est tout ça. Mais la culture savante, l'histoire, ça c'est la culture seconde, celle que nous allons chercher dans les universités et celle que les parlementaires acquièrent ici même, dans cette Assemblée. Un député qui siège ici pendant quelques années quitte l'Assemblée nationale avec une culture savante. De là la nécessité pour lui de mettre ce bagage énorme au service de ses concitoyens. Il est aussi nécessaire de réaffirmer que le patrimoine québécois, matériel comme immatériel, est fondamental. Et le projet de loi qui est sur la table, j'aime mieux vous le dire tout de suite, on est en accord avec. Essentiellement, on est en accord. Cependant, il y a quelques petits éléments qu'on va discuter ensemble et qu'on va vous suggérer en cours de route. Mais pour répondre aux nouveaux défis qui sont devant nous, faire en sorte que la démocratie reste vivante et en bonne santé, on doit faire face à des réalités considérables. Et un des éléments fondamentaux de tout ça, c'est la mémoire. Et le patrimoine politique est là pour servir la mémoire de la démocratie. Alors, Monsieur le Président, moi, je vais céder la parole à mon collègue et je reviendrai en conclusion. Merci, M. Lioux. Je n'aurai pas toute la passion de mon collègue Mathias. Je vais me contenter de lire les extraits les plus importants de notre mémoire. Rappeler succinctement au départ les rapports entre culture politique et patrimoine, ce qu'au fond vient de faire Mathias. L'élargissement de la notion de patrimoine, surtout depuis 70, depuis 90 et particulièrement depuis le début du nouveau millénaire. On nous donne d'ailleurs cet élargissement du patrimoine qui va vers le patrimoine, y incluant le patrimoine matériel et immatériel. Et là, vous avez une définition dans la page 2 de notre mémoire que vous avez eu sûrement l'occasion de lire et de relire, étant à cette commission. Évidemment, cette notion de cette nécessaire sauvegarde du patrimoine a besoin de l'appui soutenu des différents acteurs impliqués, comme le rappelle la directrice de l'UNESCO, le rappelait la directrice de l'UNESCO en 2003. La citation est là, vous pouvez la voir. La notion de bien commun est ici au cœur de cette perspective. En effet, à titre d'héritage légué par les générations précédentes et transmise aux générations suivantes, le patrimoine culturel, matériel comme immatériel, relève du bien public et commun, qu'il est nécessaire de protéger et de faire valoir, au même titre que Jean-Paul Desbiens disait que la langue appartenait au bien commun en 60. Aujourd'hui, on dit que le patrimoine matériel et immatériel appartient au bien public et commun. Ce nécessaire dialogue et ce récent élargissement de la notion de patrimoine doit permettre de faire une place au patrimoine politique. Alors, il s'avère que le politique ne se réduit pas à la simple expression de la gérance d'un État, mais qu'il est plutôt le révélateur de l'éthos, de l'âme, de la passion, de l'identité d'une collectivité. Ainsi, le politique englobe les systèmes de représentation qui commandent la façon dont une époque, un pays ou des groupes sociaux conduisent leur action et envisagent leur avenir. Ces représentations résultent d'un travail permanent de réflexion de la société sur elle-même, ce qui rejoint pleinement la définition de l'UNESCO. Étant donné que le politique est le lieu où s'élabore la distribution du pouvoir, on se trouve collectivement dans l'obligation d'étudier les déterminations guidant cette dévolution, mais il est également de notre devoir de conserver les documents et les traces de ce débat qui se perdent très souvent, qui se sont perdus, car il s'agit d'un patrimoine matériel et immatériel qui nous permet de mieux saisir les enjeux passés et présents. Selon l'historien Cirinelli, les perceptions, les sensibilités, les comportements individuels ou collectifs qui s'expriment à travers le politique doivent être étudiés
comme faisant partie de la culture au sens anthropologique que lui donne Fernand Dumont. D'où cette définition de culture politique comme l'ensemble des représentations qui soudent un groupe humain sur le plan politique, c'est-à-dire une vision du monde partagée, une lecture commune du passé, une projection de l'avenir vécue ensemble. Cette culture politique a également son histoire ainsi que son patrimoine. Ainsi, le patrimoine politique matériel, avec ses lieux symboliques du pouvoir et ses objets, ne doit pas occulter son fondement même, qui est la pensée politique. Ce patrimoine politique immatériel, des réunions aux manifestations, des discours, aux élections, des sensibilités idéologiques aux slogans, doit être conservé, mis en valeur et transmis aux nouvelles générations afin de mieux cerner l'évolution du rapport des citoyens à la cité. C'est ce que fait la Société du patrimoine politique depuis 8 ans, et en particulier par son président, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, M. Denis Monnière, qui est professeur à l'Université de Montréal. Et par son université, d'ailleurs, il y a eu une contribution importante donnée par cette institution à la SOPOC, tout en comptant également sur l'Assemblée nationale et sur l'Amicale des anciens parlementaires. L'action de la SOPOC, en quelques années, est exemplaire. Le 8e opus des entretiens Pierre Bédard, et on vient de voir le monument, la statue de Pierre Bédard, justement, qui est une des actions qu'a fait la SOPOC avec l'Assemblée nationale, père des fondateurs des partis politiques. Alors, on a consacré un certain nombre d'entretiens appelés Entretiens Pierre Bédard, par exemple à Hector Fabre et aux relations France-Québec. On avait fait des entretiens sur la commission Tremblay, sur l'Expo 67, des grands moments de la vie politique. Par ailleurs, la Société a mis sur pied un comité qui a pour mandat de mettre en valeur les maisons des premiers ministres québécois et de développer une politique de la commémoration. On ne fait pas ce que Ottawa fait, par exemple. La Société a publié les discours des 3 premiers ministres, Tachereau, Godbout et Duplessis. On a maintenant les textes, c'est très important. La Société organise aussi régulièrement des séminaires qui rassemblent des professionnels des milieux archivistiques, universitaires et politiques et des gens du milieu de l'histoire. Mon collègue Marc en est un exemple frappant aujourd'hui. La SOPOC a créé aussi un portail Internet qui a pour mission de conserver sur support numérique les documents de toute forme produits par les acteurs politiques, ce qui permet de protéger les objets et les documents et ce qui permet un accès démocratique. Alors, sur le projet d'encyclopédie dont il est question, considérant la carence d'une analyse, encyclopédie politique du patrimoine politique, considérant la carence d'une analyse sur la réalité patrimoniale de notre héritage démocratique et l'absence de lieux publics de réflexion et de discussion, aussi bien que d'information pour le citoyen, les membres du comité jugent que l'encyclopédie du patrimoine politique du Québec comblerait un grand vide. Cette encyclopédie offrirait un outil multimédia dynamique, participatif et interactif de qualité universitaire pour diffusion grand public sur Internet, ce en quoi il se distingue d'autres portails Internet favorisant une participation non contrôlée et qui, partant, n'est pas toujours fiable. Ici, au contraire, les articles dont la longueur varie entre 1000 et 2000 mots seraient rédigés par des spécialistes, appuyés sur une abondante documentation archivistique et multimédia, mettant ainsi en valeur la principale caractéristique de l'encyclopédie. Il y a à ce moment-là une interaction avec les usagers. Les thèmes développés seraient accessibles selon les 3 grandes branches désignant l'agir politique, le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les institutions, les débats, les idéologies, les revues, les journaux, et le patrimoine humain, les personnes, les familles politiques, les groupes. Ainsi, par exemple, la bataille des plaines d'Abraham pourrait être analysée suivant son entrée matérielle, armes, lieu de la bataille,
immatériel affrontement entre la France et l'Angleterre et humaine, Wolfe, Montcalm, soldats et Amérindiens, population canadienne. L'encyclopédie jouerait un rôle pédagogique, viserait un grand public, mettrait l'accent sur la qualité scientifique des informations. Alors, j'en saute des bouts, Monsieur le Président, pour rentrer dans votre horaire, dans notre horaire. Le projet de loi 82. Sur le patrimoine culturel, jusqu'il y a encore quelques années, la notion de patrimoine culturel ne recouvrait que son aspect matériel, bâti, objet artistique ayant une valeur exceptionnelle, traces de culture seconde ou élitiste. Or, le travail sur la mémoire dont parlait mon collègue Mathias tout à l'heure, qui a été effectué depuis, valorise un patrimoine qui tend à inclure également tout ce qui peut être représentatif d'une époque, d'une culture particulière. Nous devons cet élargissement en partie à l'apparition d'un courant historiographique s'intéressant notamment aux classes sociales, au quotidien, aux structures socio-économiques, mais aussi à un accroissement du rôle de l'État dans les années 60, partout en Occident, où l'inventaire, le classement, la restauration, la mise en valeur du patrimoine sont partie, il faudrait corriger s'il y a une faute, sont partie prenante de la constitution d'une culture nationale. En somme, désormais, tous les secteurs de la vie sociale sont susceptibles d'être objets de patrimoine. Ceci inclut également le patrimoine immatériel, ce que le projet de loi 82 définit comme, je cite, les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations fondées sur la tradition qu'une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présentent un intérêt public. Nous ne pouvons cependant que regretter l'absence de précision de cette définition qui, reprenant mot pour mot celle de l'UNESCO, ne donne pas plus qu'elle de moyens concrets permettant de protéger tel ou tel objet patrimonial. Ouverture a été faite également aux autres peuples et groupes minoritaires qui sont partie prenante de l'évolution de la société québécoise, en accordant un rôle certain aux nations autochtones dans la désignation de leur patrimoine. Le projet de loi 82 participe de cette nouvelle définition du patrimoine. Dans ce travail d'élargissement, l'État a joué et joue encore un rôle très important. Comme le dit le professeur Fernand Harvey, je cite, « Le patrimoine n'est pas une donnée statique ni un objet défini une fois pour toutes. Il est le résultat d'une production sociale basée sur un travail d'interprétation qui vient donner un sens au passé en fonction des préoccupations des acteurs sociaux du présent. » C'est un patrimoine en devenir dans ce sens-là aussi. L'État joue donc non seulement un rôle de médiateur, mais aussi de définisseur, participant directement à la construction mémorielle du Québec en fonction de la recherche du bien commun. Le projet de loi 82 offre ainsi au ministre une grande latitude dans la définition du patrimoine, qu'elle peut désormais accorder des subventions dans le but de favoriser la connaissance, la protection, la transmission ou la mise en valeur des paysages culturels patrimoniaux, des biens patrimoniaux ou des biens situés dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité, de favoriser la connaissance des éléments du patrimoine immatériel. Ce rôle est désormais renforcé par la mise sur pied du Conseil du patrimoine culturel, dont les membres sont nommés par le gouvernement et qui a une fonction essentiellement consultative. Cependant, son mandat reste peu clair et non décisionnel, ce que nous regrettons. Nous pensons également qu'il est important pour l'application de la loi que vous proposez que l'État québécois s'implique activement dans la protection et la mise en valeur du patrimoine, comme cela se fait dans de nombreux pays, dont le Canada, les États-Unis, la France et l'Angleterre. Nombre d'articles de la loi se concentrent sur les dispositions relatives aux bâtis reconnus patrimonial, ainsi que sur la possibilité de faire connaître comme patrimoine un lieu ou un paysage, mais tout en déléguant aux municipalités un pouvoir qui ne correspond pas avec l'idée que nous nous faisons d'une loi générale sur le patrimoine. L'État doit pouvoir apporter une cohérence dans ses définitions et ses engagements et ne pas se départir de ses responsabilités en faisant assumer ce rôle par des communautés qui n'ont pas nécessairement, en tout respect pour les instances locales et régionales,
l'expertise et la vision d'ensemble nécessaires et encore moins les moyens financiers. J'achève, Monsieur le Président. C'est ça. Alors, il est question ensuite de la numérisation. Je vais juste résumer cette page. La numérisation qui va permettre justement l'accès au patrimoine, la digitalisation qui va rendre ce patrimoine présent et permettre un rapport interactif. Nous arrivons aux recommandations que nous faisons rapidement. Alors, Monsieur le Président, je vais demander la clémence de la présidence pour essayer de résumer très succinctement nos recommandations. Élargir le concept, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas. On en est ravis que le concept soit élargi et qu'il y ait maintenant une vision plus large qui se dessine à l'horizon. Et ça nous rassure beaucoup. Et parce qu'il n'est pas seulement question de protéger un patrimoine textuel, mais il est également question de protéger un patrimoine discursif. La parole, les politiciens, les législateurs parlent. Il faut conserver leur patrimoine discursif. Élaborer une politique de la commémoration, mon collègue l'a évoqué tout à l'heure, j'y reviens pas juste pour dire, par exemple, qu'annuellement, on pourrait faire un inventaire des commémorations qui devraient avoir lieu chaque année dans les municipalités et dans les villes du Québec. Et on pourrait célébrer la mémoire. On a célébré récemment, par exemple, j'ai trouvé ça merveilleux, les 50 ans de la Révolution tranquille. Si le député de Lévis était ici ce soir, je lui dirais, on célèbre Lévis, mais si on pourrait célébrer le chevalier de Lévis, ce serait intéressant aussi. On pourrait joindre l'utile à l'agréable. Et j'aimerais, Monsieur le Président, par ailleurs, la Commission de la capitale nationale doit désormais assumer l'entretien des sépultures. Cette politique de commémoration devrait aussi être appuyée financièrement par le gouvernement et appuyer les organisations locales. C'est très important parce que, à mon sens, à l'heure où les sociétés gestionnaires de cimetières au Québec font peu de cas des sépultures des personnalités, c'est assez décevant et j'aimerais qu'on prenne en compte cette réalité-là. Venir en aide à ceux qui laissent aller un patrimoine semblable qui est quand même fait partie de notre mémoire. Qu'en conjonction avec la Commission de la capitale nationale responsable de ce dossier, que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition contribue financièrement sur une base annuelle à l'identification et la mise en valeur des maisons des anciens premiers ministres. Ils ne sont pas légion, ces maisons. Et j'aimerais qu'on y attache une importance, parce que ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine. Certaines de ces maisons pourraient servir comme centre d'interprétation de la vie démocratique. Ce serait merveilleux, soit au plan national, soit au plan local. Et finalement, pour assurer l'accessibilité, la pérennité, la diversité des ressources patrimoniales, nous proposons que le nouveau Fonds renouvelable pour la protection du patrimoine culturel soutienne des projets de mise en valeur du patrimoine par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et des communications et qu'il injecte les crédits conséquents pour assurer la numérisation des archives papier. Je vous remercie beaucoup. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous allons immédiatement entreprendre la discussion et je vais céder la parole à la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Madame la ministre. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous entendre. Je pense que vous touchez un sujet qui nous intéresse évidemment beaucoup parce que c'est une passion, la politique. Et pour plusieurs d'entre nous, on est venu au monde un peu dedans parce que si on aime la vie politique, c'est parce que peut-être que nos parents nous ont influencés ou qu'on a entendu quand on était jeunes des conversations qui nous stimulaient sur le plan politique et ça nous a influencés plus tard. Vous saluerez M. Denis Monnière de notre part. Et merci pour cette présentation. J'ai quelques questions à vous poser. Vous avez terminé votre présentation en parlant de la des gestes de commémoration qui devraient être posés. Comment le voyez-vous exactement? Est-ce que il devrait y avoir pour chaque
événements significatifs, parce qu'il y en a quand même des gestes de commémoration qui se posent au Québec. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'on devrait commémorer quelque chose à tous les jours? Ou comment est-ce qu'on ferait la liste de ce qui est important, de ce qui l'est moins, là? Notre collègue Marc Baudouin a travaillé ça pour la SOPOC. Ah bon, vous n'avez pas entendu, vous, alors. Ben oui. Merci. Écoutez, en fait, l'exemple qu'on propose, c'est un exemple qui se fait déjà en France. Il y a un groupe d'universitaires, de scientifiques qui, année après année, proposent un certain nombre d'événements qui, à leurs yeux, devraient être commémorés de façon nationale ou plus régionalement. Nous autres, la proposition qu'on fait est à l'effet de travailler sur des échéanciers, des tranches de 25 ans, qui nous permettent de ne pas épuiser la réserve d'anniversaires à souligner et de quantifier, de valider et surtout de mettre en valeur des événements qui sont marquants. Juste pour vous donner un exemple, en 2012, on va pouvoir souligner les débuts de la rébellion de 1837. On a souligné et on va souligner cette année les 50 ans du ministère des Cultures. Je suis tout à fait au courant. Hein? Et donc, vous voyez, ce sont des exemples qui pourraient être intéressants à la fois pour les communautés locales et même pour le niveau national, de souligner des événements. Les municipalités le font déjà. On a l'exemple de Lévis qui, cette année, souligne 3 anniversaires en même temps. Bon. Vous verrez, est-ce que vous voyez ça que ce serait comme votre organisme, finalement, qui pourrait être chargé de faire de prendre cette décision-là ou de décider ou si ça devrait revenir au ministère de la Culture? Parce que je vois mal, parce que dans notre loi, on a quand même le registre et inventaire du patrimoine culturel. Il y a quand même des choses qui vont se faire. Oui. Sur le plan de la protection des archives, on sait qu'Archives nationales reçoit les archives des députés et des ministres lorsqu'ils quittent leur vie politique. Ici, à l'Assemblée nationale, il y a quand même des archives importantes. Il y a des choses quand même, on jette pas tout dans les déchiqueteuses, là, il y a plein de choses qui sont protégées. Alors, est-ce que vous voyez un rôle particulier pour votre organisme dans ce genre d'événement-là? Pour ce qui est de la commémoration comme telle, parce que ce qui concerne tout le volet que vous avez très bien souligné, la mécanique qui est assez bien rodée maintenant de conservation des archives des hommes politiques et des femmes politiques, de ce côté-là, je pense que c'est bien balisé et ça travaille très bien présentement. Je suis membre du comité des archives de l'Amicale des anciens parlementaires et je peux voir le travail qui se produit à ce moment-là et c'est très bien. Ce qu'on veut souligner au niveau de l'aspect commémoration, c'est simplement on le sait que présentement, individuellement, dans chacun des milieux, il y a des gens qui se font un petit peu ce devoir-là. À la Société du patrimoine politique, notre objectif, c'était de peut-être centraliser de façon plus nationale, avec les vrais événements politiques plus marquants. Peut-être moins de la petite histoire locale. Les sociétés d'histoire sont là pour s'en charger, mais d'une façon plus large, d'une façon plus transcendante, disons, on pourrait arriver à faire des propositions qui pourraient être soumises au ministère. Est-ce que ce serait le ministère qui pourrait devenir le gérant du résultat? Ça, c'est des choses à voir. La Société du patrimoine politique, avec les moyens qu'elle a, essaie de le mettre sur pied. C'est pas évident. Parce que réunir une équipe de spécialistes qui doivent faire le départage des différents événements, c'est pas évident. Il y a beaucoup de politique là-dedans aussi. Oui, c'est ça. J'allais vous poser la question parce qu'à un moment donné, il faudrait des gens qui soient comme complètement au-dessus de la mêlée parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les plaines d'Abraham et ça a été un peu... Il y a du monde là, qui font... Pour moi, il fallait quand même en parler. Oui, mais je trouve ça intéressant. C'est la différence qu'il faut faire. Oui. Puis on dit souvent, les gens sont prêts à souligner des victoires, mais pas des défaites, mais il faut aussi souligner les faits historiques tels qu'ils se sont produits et non pas l'interprétation qu'on en fait. Il y a ça Tout aussi à fait. qu'il faut regarder. J'aime bien vous entendre dire cela. Paulin, vous voulez intervenir? Oui, je rapidement, voulais j'ai d'autres ajouter questions. que nous serions très ouverts à une collaboration en tant que SOPOC avec le ministère de la Culture et des Communications, surtout si
on nous facilite des moyens d'aller chercher, de regrouper des gens compétents et d'une certaine neutralité pour ce faire. Mais ce type de commémoration peut éventuellement être conflictuel. C'est plus facile de rappeler certains événements que d'autres. On a parlé des plaines d'Abraham. Quand on a rappelé la Révolution française, quelqu'un a écrit les lettres à Robespierre aussi. On sentait que même à 200 ans de distance, la France avait toujours un certain partage entre royalistes et démocrates. Récemment, en France, à propos de Céline, il y a eu un débat là-dessus. Alors, on l'a fait. Est-ce qu'on doit refuser de célébrer la mémoire de Céline parce que il a été favorable aux nazis? Mais alors, c'est sûr que ça peut amener à des débats, puis on n'aura pas le temps de rentrer là-dedans ce soir. Je pense, entre autres, au Moulin à Parole qui a lu le manifeste du FLQ. C'était assez choquant pour moi comme ministre de la Culture, parce qu'il y a quand même dans ces événements-là un ancien ministre de la Culture qui a été assassiné, il faut le dire comme ça. Là. Alors, ça peut amener des débats. Donc, il faudrait trouver une solution où on aurait un organisme qui serait vraiment avec des gens qui ont la tête à bonne place pour décider des événements qui sont commémorés. Moi, quand j'ai été aux États-Unis, j'avais vu dans des conventions américaines, des conventions politiques, des gens des musées du Smithsonian qui ramassaient sur le parquet des conventions des macarons, des choses pour... Ici, il me semble j'ai pas vu ça ici, des gens du Smithsonian qui ramassaient des éléments pour, évidemment, mettre aux archives des événements qu'ils avaient trouvés sur le plancher de la Convention pour rappeler l'événement qui venait de se produire. Alors, je trouvais ça fort intéressant. Il y a plein de choses qu'on peut évidemment aller chercher comme ça, d'aller chercher des éléments qui vont vraiment comme rappeler une histoire ou un événement. Moi, je voudrais vous amener sur un dossier le drapeau du Québec. Est-ce que, pour vous, le drapeau du Québec, c'est un élément patrimonial? C'est un élément vivant. Il y a une partie patrimoniale de ce drapeau-là. Je sais pas, moi, le drapeau du Québec, c'est patrimonial, c'est celui qui a été donné par René Chaloux et qui est bien conservé d'ailleurs. C'est l'objet. C'est le premier objet. Le drapeau du Québec patrimonial, ça pourrait être le carillon Sacré-Cœur. Le carillon Sacré-Cœur de 1910, par je sais plus quel abbé, peut-être que Marc le sait de mémoire, mais avec le Sacré-Cœur au centre, etc. Un drapeau qui n'a pas été retenu, mais tout ça part du drapeau de Champlain aussi, en blanc et bleu, avec simplement croix et carré à ce moment-là. Alors, mais les drapeaux qui sont devant nous sont plus que des choses patrimoniales, ce sont des symboles actuels, vivants. Des symboles nationaux, oui, et binationaux ici, et des symboles qui sont toujours en devenir. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment quelque chose qui doit être au-dessus de la partisanerie politique? Oui. Ouais. Alors, le drapeau n'est pas un objet partisan. Le drapeau est à tous les Québécois et à tous les Canadiens, peu importe celui où le drapeau français est à tous les Français. Et lorsqu'un parti politique décide de vendre le drapeau du Québec, est-ce que vous trouvez que c'est acceptable? Bon, c'est aussi acceptable que le parti politique qui les donne. Ah bon? OK. On peut dire, c'est un objet qui peut se vendre par un parti politique. C'est un objet qui peut se vendre parce que c'est un objet qui coûte. Alors, on peut toujours le vendre. De toute manière, je pense que les députés peuvent en donner un certain nombre peuvent donner un certain nombre de drapeaux, mais après, on doit les vendre, quitte à les vendre moins cher. Mais c'est un produit. Mais vendre le drapeau pour le hisser dans son village, dans sa ville, sur sa rue, c'est une marchandisation qui, à mon avis, est acceptable. Okay. J'aimerais vous entendre maintenant sur la notion sur les sépultures. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous parlez des sépultures des personnes qui ont été importantes pour l'histoire du Québec, comment ça devrait gérer cette question-là?
Bien, je regarde, on a fait, tout à l'heure, mon collègue Mathias faisait allusion à Lévis, on avait une belle occasion là d'élever un monument à Lévis. C'est quand même un grand militaire qui entre autres a fait la bataille de Sainte-Foy. Et pour la petite histoire, c'était même un ami de James Murray. Hein. Mais c'est un grand militaire, on aurait pu lui élever un drapeau. Il y a un monument, il y a un seul monument à Lévis, il est sur la façade de l'Assemblée nationale. C'était une belle occasion, il y avait un triple anniversaire. On a une partie des statues, la statuaire sur le site de l'Assemblée nationale est surtout politique, mais quand on traverse le boulevard ici, on pourrait instaurer une statuaire culturelle parce que Garneau attend déjà ses commensaux. Là. On pourrait mettre d'autres grands littéraires, pourrait être Jacques Ferron, qui serait sûrement moins conflictuel que Gaston Miron, si on voulait mettre Gaston Miron là, qui est un grand poète aussi. Ouais. Oui, je pense que... Pour répondre aussi à un autre volet de la question de Mme la ministre, en ce qui concerne les cimetières, parce qu'il y a une préoccupation qui est énorme, parce que les cimetières sont à la fois le lieu de sépulture de personnages de notre histoire locale, la plupart du temps, mais aussi nationale, et aussi des lieux de dépôt d'œuvres d'art qui sont pillés et qui, parce que elles ont le malheur d'être en bronze et que le bronze, selon les périodes, devient œuvre d'art à vendre ou œuvre d'art à faire fondre, c'est un problème. Et donc, il y a vraiment un travail. Évidemment, on ne peut pas demander que tout le monde devienne des protecteurs, mais il y a chaque société d'histoire dans chacune des régions s'est déjà donné ce mandat-là. Elles attendent qu'un coup de pouce du ministère à l'effet de les appuyer dans leur démarche pour la protection de ce patrimoine très matériel, mais très volatile aussi, ne serait-ce que parce qu'un cimetière, c'était tellement facile d'entrer la nuit et de démolir. Et en plus, on le soulignait dans le mémoire de la Société du patrimoine politique, c'est que les corporations qui gèrent ces cimetières-là, pour des raisons tout à fait normales, qui sont acceptables selon les lois actuelles qui régissent ces cimetières-là, récupèrent les terrains des anciennes familles qui souvent sont dispersées, n'existent plus, pour faire de la place aux nouveaux. Mais c'est le patrimoine des fondateurs de ces villages-là, de ces villes-là, qui disparaissent d'un seul coup. Il y aurait peut-être moyen de travailler avec les corporations des cimetières à l'effet de au moins prévoir une espèce de monument commémoratif où on retrouve, à la limite, c'est une idée, pourrait regrouper peut-être les pierres tombales de ces familles-là, qui nous permettraient au moins de garder la trace et non pas d'envoyer ça carrément à la dompe. Ça peut être une solution à regarder. Je pense qu'il reste quelques secondes. Donc, si je comprends bien votre intervention, tout comme on l'a fait antérieurement cet après-midi, on a parlé de patrimoine religieux cet après-midi, donc on nous a dit qu'on devrait retrouver dans notre projet de loi le terme patrimoine religieux. Ce que vous nous dites finalement aussi, c'est qu'il faut retrouver le terme patrimoine politique. Absolument. Parce que patrimoine culturel, dans votre avis, c'est pas encore assez précis. Il faut vraiment aller de façon plus précise dans le projet de loi. C'est ça, nous en saurons gré. Parfait. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si résistante mes collègues. Non, c'est terminé, Merci Madame beaucoup. la ministre. Alors, cette première partie de nos échanges est terminée. Je vais maintenant céder la parole au député de Drummond, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communication. Monsieur le député. Bonsoir, messieurs. Pendant un fugace moment, vous m'avez fait croire qu'après un certain temps, l'action politique pouvait s'élever au-dessus de la partisanerie, mais la ministre m'a rapidement ramené sur terre. J'espère encore que les institutions valent beaucoup. J'entends dans votre propos, en particulier dans la présentation, la reconnaissance des institutions politiques, la connaissance des institutions politiques comme outil, comme moyen pour ramener un grand nombre de personnes qui ont un peu déserté l'intérêt qu'on souhaiterait qu'elles aient à l'endroit de ça. Et vous avez parlé et vous faites des recommandations relativement à la commémoration. Personnellement, ayant vu qu'on a échappé la commémoration du drapeau en janvier,
j'offre toute ma collaboration pour la commémoration du début de la Révolution des Patriotes. Ça pourrait être intéressant qu'on en parle, parce que c'est un morceau important de notre histoire. Une division du Mouvement national des Québécois, le Centre de recherche sur le Québec, a fait une étude sur les commémorations, sur une politique des commémorations qui a été publiée il y a quelques semaines, qui a eu malheureusement assez peu d'écho, mais dont j'ai eu la chance de prendre connaissance. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait en parallèle? Avez-vous participé à cet exercice-là ou commenté cet exercice-là? Parce que c'est une politique de la commémoration qui m'est apparue passablement complète. Je sais que la publication a eu lieu. J'ai pas pris connaissance du document. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça peut pas laisser un organisme comme le nôtre indifférent. C'est pas possible. On va regarder ça attentivement et s'il y a lieu de faire quelque chose rapidement et de rendre, je ne sais pas, et d'enrichir notre démarche dans le domaine, on le fera certainement. Mais j'ai pas pris connaissance du document, mais je sais qu'il a été publié. Okay. Mais je suis très heureux que vous le mentionniez. Sur un angle un peu plus théorique, les institutions font partie de la culture. Ils sont un élément de la culture au sens le plus large, au sens le plus ethnologique du terme. Et donc, lorsque vous référez à la culture politique, notamment sous l'angle du patrimoine immatériel, sur le coup, j'avoue que j'étais un peu perplexe, mais bon, la question oratoire de ça, là, je saisis davantage, mais je souhaiterais comprendre mieux la distinction que vous faites, outre la variable immatérielle, entre le patrimoine politique et l'histoire à proprement parler, où on l'insère normalement. Le patrimoine immatériel, ce sont les savoirs, ce sont les idéologies, comme on disait, c'est le politique, il prend effet et cause dans le quotidien, alors que le patrimoine, la question patrimoniale sur des objets, etc., je ne saurais... Et je comprends, vous voulez dire que le patrimoine politique est quelque chose qui est toujours actif et vivant, tandis que l'histoire, par définition, on la situe. L'histoire reste vivante aussi. La preuve, c'est qu'elle est interprétée constamment. Des nouveaux livres apparaissent. On refait autrement la lecture qui avait été faite. Mais enfin, l'historien pourrait davantage parler que moi ici. Oui, on fait effectivement autrement la lecture du même document selon les générations, selon les écoles de pensée, selon la manière d'analyser les documents et selon les découvertes qui complètent l'information de la lecture des documents d'archives. C'est ça l'histoire. C'est ça le travail de l'historien, qui est lui-même tributaire de son environnement, de son milieu culturel et de sa façon dans laquelle il a œuvré et même étudié. L'aspect du patrimoine politique se fait d'abord et avant tout par les traces que laisse l'activité politique dans une société. La manière qu'on a actuellement de faire du parlementarisme au Québec au 21e siècle est très différent de vos prédécesseurs parlementaires au 19e siècle. Ils le faisaient à partir des moyens de l'époque, avec les systèmes électoraux de l'époque. On se battait pour aller voter à l'époque. Ça fait partie aussi de ce patrimoine politique-là. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Donc, c'est cette évolution-là, c'est ce cheminement-là qui fait qu'on comprend d'où on vient, comment le travail du parlementaire se fait et comment maintenant on peut vivre. Et je serais porté à vous dire, actuellement, vous voyez les événements qui se passent en Égypte et où on voit un peuple qui décide que il veut prendre en main sa destinée. Nous autres, on a la chance d'avoir un parlementarisme qui nous permet, avec les moyens du bord, avec les limites que nos institutions donnent, de progresser d'une manière différente. Mais c'est ça, notre patrimoine politique, c'est ce qui fait notre différence entre les Égyptiens et nous. Et c'est ça qui nous permet d'évoluer, et c'est ce patrimoine-là qu'il faut qu'on conserve, de façon à ce qu'on puisse permettre aux futures générations de comprendre ce qu'on a fait à ce moment-ci,
Je voudrais illustrer ça par un exemple concret. Quand on parle d'Alexandre Taschereau, d'Adélard Godbout et de Maurice Duplessis, la première réaction que nous avons, c'est de juger ces hommes à partir des œuvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a marqué la carrière d'Adélard Godbout? Mais quand tu retournes à la lecture des discours de ces hommes politiques, tu as l'impression très nette de découvrir d'autres personnages. Ce langage de Maurice Duplessis ou d'Adélard Godbout, d'ailleurs c'est à des orateurs, c'est à des gens qui improvisaient, c'est à des plaideurs redoutables. Mais quand on parle de ces politiciens, tout de suite, on s'accroche. Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Duplessis? La double taxation, quand il est tombé en guerre avec Louis Saint-Laurent? C'est pas mal plus que ça, Duplessis. Mais qu'est-ce qui a marqué son époque? C'est souvent les œuvres. Mais quand on étudie les discours de ces gens-là, c'est fabuleux. On dirait que c'est une relecture. Et c'est là que le patrimoine devient précieux. Puis on en a raté là, des choses de ces hommes-là. Tout n'était pas là. Hein? On a récupéré, tant bien que mal, des discours importants. Mais le discours de Maurice Duplessis à Châteauguay, lorsqu'ils ont inauguré le barrage hydroélectrique de Châteauguay, c'est plus le même Duplessis. Ça donne l'impression d'entendre un entrepreneur qui voyait le Québec immense, une dimension du Québec. Tu lis ça, puis tu dis, hey, c'est pas Duplessis qui a dit ça. Eh oui! La vision d'un homme de progrès, alors qu'on sait que Duplessis était un conservateur. C'est formidable. C'est ça, la beauté du patrimoine. Et aujourd'hui, d'un patrimoine visuel, mais aussi d'un patrimoine discursif qu'il faut conserver. C'est des biens précieux, c'est les bâtisseurs. Moi, j'ai hâte qu'on fasse quelque chose sur un des grands orateurs que nous avons eus au Québec, M. Lesage. Jean Lesage. C'était fabuleux d'entendre Jean Lesage. J'ai cette chance d'avoir l'âge qui m'a permis de l'entendre. Mais j'ai entendu Duplessis aussi, qui est venu dans la maison chez moi à Gaspésie, dire à mon père, de là, ta femme est communiste. Mon père ne savait pas ce que ça voulait dire, communiste. Mon père était pêcheur. Duplessis, qui s'occupait des détails. Et moi, savez-vous ce que ça m'a mis dans la tête comme politologue plus tard? Je me suis dit, comment le premier ministre du Québec pouvait-il savoir qu'une mère de famille de 9 enfants avait la carte de membre du CCF? Parce que ma mère pensait que ce que faisait la CCF, la Confederation, la Canadian Confederation of Farmers, le bienfait que ça apportait dans l'Ouest canadien, ma mère disait ça va être bon pour les cultivateurs de la Gaspésie. Quand il n'y a plus de poissons à pêcher, il faut bien cultiver la terre. Oui, je vous remercie, M. Rioux. Alors, je pense tout ça que pour vous M. dire Rioux, juste un instant. Que le patrimoine, c'est ça. c'est formidable. Merci. Mais je sais que notre collègue a l'intention de poser une autre question. Rapidement, j'imagine que vous avez lu avec beaucoup de plaisir le livre d'Éric Bédard sur les réformistes. Petite nuance sur une chose qui a été dite tout à l'heure, sur la question de la bataille des plaines d'Abraham. Le débat ne s'est pas fait sur le fait que ce soit souligné, mais bien sur le fait que ce soit célébré. Et l'essentiel du débat, c'était une célébration qui heurtait un certain nombre de personnes. Juste un petit détail que je voulais amener, ne serait-ce que par respect pour ces gens. Dites-moi, sur une base beaucoup plus concrète, vous parlez du respect pour les anciens chefs politiques.
J'imagine que vous avez fait des représentations, que vous vous êtes un peu intéressé à la question de l'état de la maison de René Lévesque, devant laquelle une plaque commémorative a été disposée, mais qui est laissée présentement, à toute fin pratique, à l'abandon ou au bon vouloir d'un propriétaire qui n'a aucune considération pour la valeur patrimoniale de cette résidence. J'imagine que ça vous heurte de façon significative. On essaie de vivre sereinement. Il y aurait beaucoup de choses qui nous heurteraient dans nos sociétés. En fait, l'attention que nous portons à la maison, aux maisons des anciens premiers ministres, M. Lévesque et les autres, n'est pas exemplaire. Il y a très peu de maisons signalées. D'ailleurs, il faut les signaler en fonction soit de la naissance, soit, par exemple, la maison de Duplessis, c'est la maison où il a vécu la plus grande partie de sa vie. La maison de Taschereau, c'est la maison où il a exercé son pouvoir. Il s'agit de définir ça, mais il faut que le gouvernement accepte d'y mettre, les gouvernements, peu importe qui il est, le gouvernement du Québec accepte d'y mettre le prix, ce que ça coûte, et ça passe normalement, c'est une mission dévolue à la Commission de la capitale nationale. Commission de la capitale nationale, si ma mémoire est bonne, on donne moins d'argent au Québec pour la Commission de la capitale nationale du Québec que pour la Commission de la capitale nationale qui est Ottawa. Alors, c'est ça qu'il faudrait voir, mais pourquoi est-ce qu'à Ottawa, on peut s'occuper correctement des maisons des anciens premiers ministres et qu'on ne peut pas le faire au Québec? Esprit, c'est peut-être moi, parce que moi, personnellement, ça me heurte beaucoup. N'est-il pas étonnant que le Québec ne fasse pas davantage d'efforts pour récupérer des documents historiques de grande importance? Ça a fait les médias, les carnets de voyage de Cavalier de la Salle, de Pierre Lemoyne d'Iberville, qui sont des morceaux historiques et politiques de première importance qui ont été acquis, indépendamment de la façon, quoiqu'elle est douteuse, par des institutions américaines, et que le gouvernement du Québec renonce à ne serait-ce que demander la restitution des documents en question. Est-ce que ce n'est pas choquant dans un contexte où on devrait avoir une sensibilité patrimoniale? Ça peut être choquant, mais c'est toujours compliqué aussi. Avec la numérisation aujourd'hui, c'est sûr que c'est des biens qui nous appartiennent, mais il y a des biens d'Égypte qui sont en France, que Napoléon a rapportés. C'est toujours un peu compliqué, ça. Il faut au moins tenter, il faut au moins essayer de faire l'effort de récupérer des choses qui sont à nous, mais avec les moyens qu'on peut avoir aussi, et puis l'argent que ça coûte. Est-ce que, et en considérant, comme dans un budget de famille, un budget d'État aussi, c'est un peu ça. C'est pour ça d'ailleurs que on disait ne pas dépenser, ne pas faire des dépenses courantes avec une hypothèque. Hein. Alors, un État doit choisir les moyens, avec l'argent qu'il a, les choses qu'il doit faire. Protéger le patrimoine religieux, protéger un édifice comme celui-ci, qui coûte quand même beaucoup de sous à longueur d'année et qui est un des plus beaux que le Québec possède, ou aller essayer de récupérer des papiers importants, des papiers valeureux qui sont aux États-Unis. C'est toujours une question de jugement aussi politique. Volonté, je suppose, mais je vous soumettrai volonté, bien sûr, qu'il n'existe pas un archéologue qui ne préférerait pas avoir l'œuvre, l'objet, l'artefact original en main qu'une copie puisqu'il aurait été dépossédé. Après, par contre, je vais céder, j'ai un collègue historien, je pense qu'il trépigne. Monsieur le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques, en terminant, notre temps est précis. En termes, déjà? Bon. Alors, messieurs, vous faites un travail extraordinaire. On est, d'après moi, 100 ans en retard en ce qui concerne le plan d'action que vous avez déposé. C'est gigantesque ce que vous avez déposé, là. Le meilleur exemple aussi, Monsieur le Président, c'est que dans les gens que nous recevons dans cette commission parlementaire, j'ai regardé, à moins que je me trompe, là, il n'y a pas une chaire universitaire en histoire qui vient nous rencontrer. Où sont-ils?
que font. Peut-être qu'ils sont venus avant, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu ici, là. Mais tout ça pour dire, Monsieur le Président, tout ça pour dire que je présume que vos ressources pour faire l'encyclopédie, c'est un travail gigantesque là, que vous vous êtes donné. J'imagine que vos ressources sont assez limitées, merci pour le faire. Hein, Oui. C'est tout simplement pour souligner, Monsieur le Président, que on a vu tout le débat qui est arrivé sur l'enseignement de l'histoire au secondaire. On a vu une étude qu'il n'y a plus d'enseignement d'histoire du Québec au collégial. On a vu que c'est la même chose, il n'y a plus d'enseignement de géographie au collégial. Bref, on se demande, Monsieur le Président, qui va faire de la géographie de l'histoire au Québec, c'est pas le ministère de l'Éducation. Bref, quelles ressources avez-vous pour faire votre encyclopédie, qui est je le répète, là, un travail gigantesque? Quelles ressources avez-vous pour faire ça et quel temps vous vous donnez à peu près pour réussir à arriver à vos objectifs? Oui, les gens sont bénévoles et il faudra avoir recours à des sources de financement. Je pourrais vous donner comme exemple un autre encyclopédie qui existe actuellement. Je suis en train de rédiger l'article sur Félix Leclerc pour cette encyclopédie-là. C'est l'encyclopédie du patrimoine tout court, l'encyclopédie électronique. Et avec les comités, comme vous dites, Monsieur le député, il y a beaucoup de travail là-dedans et il faudra aller chercher des subventions pour pouvoir le faire de manière dont on disait que ça devrait être sérieux, vérifié avec des sources sûres et une numérisation qui va permettre l'accès à... Alors, je vous remercie, M. Gaulin, M. Rioux, M. Beaudoin. Merci de nous avoir donné la position de la Société du patrimoine politique du Québec. J'inviterai maintenant les représentants de Québec Inc. à venir se présenter à notre table. Je vais suspendre quelques instants.